Bonsoir, comment ça va? Ça va Moana, tranquille. Tu travailles ce soir? Hop. Moi j'ai regardé la petite série avec Pirika, c'est bien sympa n'empêche. Carol and Tuesday là, c'est très sympathique. Vraiment, c'est un petit animé sympathique. C'est hyper vrai. Tout mignon. Ça caille un peu. Bon, nous revoilà pour le chapitre 10 et 11 de Harry Potter et les reliques de la mort. Qu'est-ce qui nous était arrivé? Il nous était arrivé que le ministère de la magie est tombé, le ministre est mort, tué par Voldemort évidemment. Quoi d'autre? Du coup, les protections de Harry ne tiennent plus. Du coup, il s'est échappé avec Ron et Hermione jusqu'au Square Grimmauld, donc à la maison de Sirius Black, qui est du coup la maison de Harry. Ils savent pas trop si la maison est surveillée, si c'est sûr, si c'est pas sûr. Et en gros, ils sont arrivés la veille et on est le lendemain. Donc voilà, chapitre 10, le récit de créature. Créature, pour rappel, est l'elfe de maison de Harry, du coup, qu'il a hérité de Sirius. Le lendemain matin, Harry s'éveilla de bonne heure, pelotonné dans son sac de couchage sur le sol du salon. Un éclat de ciel était visible entre les lourds rideaux, une fente d'un bleu clair et froid, comme de l'encre diluée, quelque part entre la nuit et l'aube. À part la respiration lente et régulière d'Hermione et de Ron, tout était silencieux. Harry jeta un coup d'œil à leur forme sombre allongée à côté de lui. Dans un accès de galanterie, Ron avait insisté pour qu'Hermione dorme entre les coussins du canapé, si bien que sa silhouette était un peu surélevée par rapport à lui. Le bras arrondi d'Hermione reposait sur le sol, ses doigts à quelques centimètres de ceux de Ron. Harry se demanda s'il s'était endormi en se tenant la main. Cette idée lui donna une sensation d'étrange solitude. Il leva les yeux vers le plafond obscur, au lustre recouvert de toiles d'araignée. Moins de 24 heures plus tôt, il était en plein soleil, à l'entrée du chapiteau, attendant les invités pour les conduire à leur place. Il lui semblait qu'une vie entière s'était déroulée entre-temps. Qu'allait-il arriver maintenant? Étendu par terre, il pensait au Horcrux, à la mission complexe, redoutable, que Dumbledore lui avait confiée. Dumbledore. Il le ressentait différemment, désormais, le chagrin qui l'avait habité depuis sa mort. Et bonsoir Edwin, comment ça va? Ou Edwin, je ne sais pas comment on prononce, n'hésite pas à me le dire. Les accusations portées par Muriel pendant le mariage s'étaient nichées dans son cerveau, telles des germes d'une maladie dont la contagion infectait les souvenirs du sorcier qu'il avait idolâtré. Dumbledore avait-il pu laisser de telles choses se produire? S'était-il comporté à la manière de Dudley, satisfait de voir quelqu'un négligé, maltraité, du moment qu'il n'en était pas affecté? Avait-il pu tourner le dos à une sœur que l'on cachait, que l'on séquestrait? Harry pensa à Godric's Hollow, aux tombes qui s'y trouvaient et dont Dumbledore n'avait jamais parlé. Il pensait aux mystérieux objets légués, sans explication dans son testament, et le ressentiment qu'il éprouvait enfla dans la pénombre. Pourquoi Dumbledore ne lui avait-il rien dit? Pourquoi ne lui avait-il donné aucune explication? Au fond, s'était-il véritablement soucié de Harry? Ou bien n'avait-il été pour lui qu'une sorte d'outil qu'il avait poli, aiguisé, mais ne considérait pas digne de sa confiance, de ses confidences? Harry ne supportait plus d'être allongé dans ce salon sans autre compagnie que ses pensées amères. Cherchant désespérément quelque chose à faire pour se changer les idées, il se glissa hors de son sac de couchage, prit sa baguette magique et sortit silencieusement de la pièce. Dans le couloir, il murmura Lumos et monta l'escalier à la lueur que projetait la baguette. Au deuxième étage se trouvait la chambre dans laquelle Ron et lui avaient dormi la dernière
qu'ils étaient venus. Il jeta un coup d'œil. La porte de la penderie était ouverte et les draps du lit arrachés. Harry se rappela la jambe de troll renversée au rez-de-chaussée. Quelqu'un avait fouillé la maison depuis le départ de Lord Rogue, ou peut-être Mundungus qui avait subtilisé beaucoup de choses ici, du vivant de Sirius, et aussi après sa mort. Le regard de Harry s'attarda sur le tableau qui représentait parfois le portrait de Phineas Négulus Black, l'arrière-arrière-grand-père de Sirius, mais le cadre était vide, ne montrant qu'une toile de fond d'un brun terreux. De toute évidence, Phineas Négulus passait la nuit dans le bureau directorial de Poudlard. Merci. Harry continua de monter l'escalier jusqu'au dernier palier, où il n'y avait que 2 portes. Celle d'en face portait une plaque sur laquelle était gravé le nom Sirius. Harry n'était encore jamais rentré dans la chambre de son parrain. Il poussa la porte, tenant haut sa baguette pour diffuser la plus grande lumière possible. La pièce était spacieuse et avait dû être belle autrefois. Il y avait un grand lit au cadre de bois sculpté, une haute fenêtre masquée par un long rideau de velours et un lustre recouvert d'une épaisse couche de poussière qui portait encore des restes de chandelle, d'où pendaient des coulées de cire figée, semblables à du givre. Une fine pellicule poussiéreuse s'étalait sur la tête de lit et sur les tableaux exposés au mur. Une toile d'araignée s'étirait entre le lustre et le haut de la grande armoire en bois, et lorsque Harry s'avança un peu plus dans la pièce, il entendit s'enfuir des souris qui l'avaient dérangé. Oui, bah du coup je m'amuse pas, hein, je banne direct, j'ai pas le temps clairement. Sirius, adolescent, avait accroché tant d'affiches et de photos qu'il ne voyait pas grand-chose de la soie gris-argent qui tapissait les murs. Harry présumait que ses parents avaient dû être incapables d'annuler le maléfice de glu perpétuel qui maintenait toutes ces images en place, car il était certain qu'ils n'auraient guère apprécié les goûts de leur fils aîné en matière de décoration. Visiblement, Sirius s'était donné beaucoup de mal pour exaspérer ses parents. De grandes bannières de Gryffondor, aux couleurs rouge et or délavées, soulignaient une volonté de marquer sa différence avec sa famille fidèle à Serpentard. On voyait de nombreuses photos de motos moldues, et aussi, Harry ne put qu'admirer l'audace de Sirius, des affiches représentant de jeunes moldus en bikini. Bonsoir Cobb, comment tu vas? Ça a été ta journée? Harry savait qu'il s'agissait de moldus, car elles demeuraient immobiles, leur sourire défraîchi et leur regard terni figé sur le papier. Ce qui faisait mieux ressortir par contraste l'unique photo de sorcier sur laquelle 4 élèves de Poudlard, debout côte à côte, bras dessus, bras dessous, riaient devant l'objectif. Avec un tressaillement de joie, Harry reconnut son père. Ses cheveux noirs mal coiffés se dressaient en épi à l'arrière de sa tête, comme ceux de Harry, et lui aussi portait des lunettes. À côté se tenait Sirius, d'une beauté désinvolte, son visage légèrement arrogant, beaucoup plus jeune et plus heureux que Harry ne l'avait jamais vu de son vivant. À la droite de Sirius, on reconnaissait Pettigrew, d'une tête plus petite, grassouillée, les yeux humides, savourant le plaisir de faire partie d'une bande aussi cool, aux côtés de ces rebelles tant admirés, qu'étaient James et Sirius. À la gauche de James, il y avait Lupin, qui paraissait déjà un peu miteux et affichait le même air de surprise ravie, à l'idée de trouver un si aimé, admis. Ou bien était-ce simplement parce que Harry connaissait leur histoire qu'il voyait tout cela sur la photo. Il essaya de la décrocher du mur. Après tout,
Elle lui appartenait à présent. Son parrain lui avait tout légué, mais elle ne bougea pas. Sirius avait pris toutes les précautions pour empêcher ses pas de changer la décoration de sa chambre. Ouais, ça a été comme du coup, ça va, je suis un peu de repos. En ce moment, c'est cool, enfin j'ai fait ma dernière journée aujourd'hui. Harry jeta un coup d'œil par terre. Au-dehors, le ciel s'éclaircissait et un rayon de lumière révéla des papiers, des livres et de petits objets éparpillés sur le tapis. De toute évidence, la chambre de Sirius avait également été fouillée, mais son contenu avait dû être jugé sans valeur, dans sa plus grande partie tout du moins. Quelques-uns des livres avaient été secoués sans ménagement, au point que leur couverture s'était décollée et que des pages détachées jonchaient le sol. Harry se pencha, ramassa des morceaux de papier et les examina. Il reconnut une page d'une ancienne édition de l'histoire de la magie par Bathilda Tour-de-Sac. Une autre appartenait à un manuel d'entretien de moto. Un troisième papier était froissé et écrit à la main. Il le lisa pour le lire. Cher Patmol, merci. Merci pour le cadeau d'anniversaire de Harry. C'est de très loin celui qu'il a préféré. 1 an, et il file déjà sur son balai jouet. Tu ne peux pas savoir comment il était content. Je te joins une photo pour que tu le vois toi-même. Comme tu le sais, le balai ne vole qu'à 60 cm de hauteur, mais Harry a failli tuer le chat et a pulvérisé un horrible vase que Pétunia m'avait offert pour Noël, ce dont je ne me plains pas. Bien entendu, James a trouvé ça très drôle et il a dit qu'il deviendrait sûrement un grand joueur de Quidditch, mais nous avons dû enlever tous les bibelots et nous surveillons de très près à chaque fois qu'il fait un tour avec. Coucou Anna, comment tu vas? Nous avons eu un dîner d'anniversaire très tranquille, simplement nous et Bathilda, qui a toujours été charmante avec nous et qui adore Harry. Nous étions désolés que tu ne puisses pas venir, mais l'ordre passe avant tout le reste, et d'ailleurs, Harry n'a même pas assez grand pour savoir que c'est son anniversaire. James commence à en avoir assez d'être enfermé ici. Il essaye de ne pas le montrer, mais je le vois bien. De plus, Dumbledore a toujours sa cape d'invisibilité. Toute escapade lui est donc interdite. Si tu pouvais venir nous voir, il serait ravi. Le petit quai de fer était là le week-end dernier. J'ai trouvé qu'il n'avait pas le moral, mais sans doute à cause de ce qui est arrivé au McKinnon. J'ai pleuré toute la soirée quand j'ai appris la nouvelle. Bathilda vient nous voir presque tous les jours. Cette petite vieille est fascinante. Elle raconte des histoires absolument extraordinaires sur Dumbledore, mais je ne suis pas sûre qu'il en serait ravi s'il le savait. J'ignore ce qu'il y a de vrai dans tout cela, car il semble incroyable que Dumbledore... Harry sentait ses... C'est bien la suite. Harry sentait ses extrémités engourdies. Il resta immobile, tenant entre ses doigts insensibles la lettre miraculeuse, tandis qu'une sorte d'explosion silencieuse répandait joie et chagrin à part égale le long de ses veines. Titubant jusqu'au lit, il alla s'asseoir. Il relut la lettre, mais il ne put rien y découvrir de plus que la première fois, et en fut réduit à examiner l'écriture elle-même. Elle formait ses jets comme les siens. Il regarda chacun d'eux, et chacun lui apparut comme un petit signe amical derrière un voile. Ces lignes constituent un trésor inestimable, la preuve que Lily Potter avait été une personne vivante, vraiment vivante, et que sa main tiède avait un jour parcouru ce parchemin, traçant à l'encre ces lettres, ces mots, des mots qui parlaient de lui, Harry, son fils. Il essuya d'un geste impatient ses yeux devenus humides et relut à nouveau la lettre, se concentrant cette fois sur sa signification. Il avait l'impression d'entendre une voix à demi oubliée. Il avait donc un chat. Peut-être avait-il été tué comme ses parents à Godric's Hollow. Ou alors il s'était enfui lorsque plus personne n'était là pour le nourrir. Sirius lui avait offert son premier balai. Ses parents connaissaient Bathilda Tour-de-Sac. Était-ce Dumbledore qui les avait présentés? Dumbledore a toujours sa cape d'invisibilité. Il y avait quelque chose de bizarre. Harry réfléchit
à ce qu'avait écrit sa mère. Pourquoi Dumbledore avait-il pris la cape d'invisibilité de James? Harry se souvenait avec précision de ce que le directeur de Poudlard lui avait dit des années auparavant. Moi, je n'ai pas besoin de cape pour devenir invisible. Peut-être que quelqu'un de moins doué au sein de l'ordre en avait eu l'utilité et que Dumbledore s'était chargé de la lui apporter. Harry poursuivit sa lecture. Le petit Cutver était là. Pitico, le traître, n'avait pas le moral, semblait-il. Savait-il qu'il voyait James et Lily vivants pour la dernière fois? Et enfin, encore une fois, Bathilda qui racontait des histoires extraordinaires sur Dumbledore. Il semble incroyable que Dumbledore... Il y avait tant de choses qui semblaient incroyables dans la vie de Dumbledore. Par exemple, qu'il y ait un jour la plus mauvaise note à un examen de métamorphose, ou qu'il ait choisi le cours de charmeur de chèvre comme Alberfort. Harry se leva et scruta le sol. Peut-être la suite de la lettre s'y trouvait-elle. Il ramassa avidement plusieurs papiers qu'il ne traita pas avec plus de considération que la personne qui avait fouillé la chambre avant lui. Il ouvrit les tiroirs, secoua des livres, monta sur une chaise pour passer la main au sommet de l'armoire et rampa sous le lit et le fauteuil. Enfin, face contre terre, il aperçut un morceau de papier déchiré sous la commode. Lorsqu'il eut réussi à l'attraper, il s'aperçut qu'il s'agissait de la photo, pas tout à fait entière, dont Lily parlait dans sa lettre. Un bébé aux cheveux noirs fonçait sur un balai, sortant de l'image, puis y entra de nouveau, avec de grands éclats de rire, poursuivi par une paire de jambes qui appartenait sans doute à James. Harry glissa la photo dans sa poche, avec la lettre de Lily, et continua à chercher la suite. Mais un quart d'heure plus tard, il fut bien forcé de conclure que la deuxième partie de la lettre avait disparu. Avait-elle simplement été perdue au cours de ces 16 années écoulées depuis que sa mère l'avait écrite, ou bien la personne qui avait fouillé la pièce avant lui l'avait-elle emportée? Harry lut à nouveau la première page. Cette fois, il cherchait des indices sur ce que la deuxième page pourrait contenir d'important. Son balai jouet n'avait sans doute pas grand intérêt pour les mange-morts. La seule chose potentiellement utile, c'était une éventuelle information sur Dumbledore. Il semble incroyable que Dumbledore... quoi? Harry, je suis là, s'exclama-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Il y eut des bruits de pas précipités de l'autre côté de la porte et Hermione fit irruption dans la pièce. On s'est réveillé et on ne savait pas où tu étais, dit-elle le souffle court. Elle se retourna et cria par-dessus son épaule. Ron, je l'ai trouvé. La voix irritée de Ron résonna au loin quelques étages plus bas. Très bien, dis-lui de ma part que c'est un crétin. Harry, s'il te plaît, ne disparais pas comme ça, on a eu une peur bleue. Et d'abord, pourquoi es-tu monté ici? Elle jeta un coup d'œil dans la pièce, son dessus-dessous. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Regarde ce que je viens de trouver. Il lui donna la lettre de sa mère. Hermione la prit et la lut sous le regard de Harry. Lorsqu'elle fut arrivée au bout de la page, elle mit les yeux vers lui. Ah, Harry. Et il y a ça aussi. Il lui tendit la photo déchirée, et Hermione sourit lorsqu'elle vit le bébé sortir de l'image puis y entrer à nouveau, en filant sur son balai jouet. J'ai cherché la suite de la lettre, expliqua Harry, mais elle n'est pas là. Hermione regarda autour d'elle. C'est toi qui as tout mis dans cet état, ou bien c'était déjà comme ça quand tu es arrivé? Quelqu'un est venu fouiller avant moi, répondit Harry. Ça ne m'étonne pas, toutes les pièces dans lesquelles je t'ai cherché sont en désordre. Qu'est-ce qu'il voulait à ton avis? Des informations sur l'ordre, si c'était Rogue. On pourrait penser qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut. Lui-même en était membre, non? Dans ce cas, reprit Harry, impatient de lui soumettre son hypothèse, il voulait peut-être des informations sur Dumbledore. La deuxième page de cette lettre, par exemple. Cette Bathilda dont ma mère parle. Tu sais qui c'est? Qui? Bathilda Tourtesac, l'auteur de Histoire de la magie, coupa Hermione intéressée. Tes parents la connaissaient. C'était une extraordinaire historienne de la magie.
Et elle vit toujours, dit Harry. Elle habite Godric's Hollow. Muriel, la tante de Ron, en parlait au mariage. Elle connaissait aussi la famille de Dumbledore. Ce serait assez intéressant d'aller la voir, non? Hermione lui sourit avec un air un peu trop entendu au goût de Harry. Il reprit la lettre et la photo, puis les fourra dans sa bourse accrochée à son cou pour éviter de la regarder et de trahir ses pensées. Je comprends que tu aies très envie de lui parler, de ta mère et de ton père, et aussi de Dumbledore, répondit Hermione. Mais ça ne nous aiderait pas vraiment à trouver les Horcruxes, tu ne crois pas? Harry demeura silencieux, et elle poursuivit. Harry, je sais que tu veux absolument aller à Godric's Hollow, mais j'ai peur. J'ai peur quand je vois avec quelle facilité ces Mangemorts nous ont retrouvés hier. Je sens que, plus jamais, nous ne devrions éviter l'endroit, plus que jamais, nous devrions éviter l'endroit où tes parents sont enterrés. Ils s'attendent à ce que tu te rendes là-bas. Ce n'est pas seulement ça, assura Harry, qui évitait toujours de la regarder. Muriel a raconté des choses sur Dumbledore au mariage. Je veux connaître la vérité. Il lui rappela les paroles de Muriel lorsqu'il eut terminé. Hermione dit. Je comprends que tu sois bouleversé. Je ne suis pas bouleversé, mentit Harry. Je dois simplement savoir si c'est vrai ou pas. Harry, tu penses vraiment obtenir la vérité d'une vieille femme méchante comme Muriel ou de Rita Skeeter? Comment peux-tu les croire? Tu connaissais Dumbledore? Je croyais le connaître, marmonna-t-il. Tu es bien placé pour savoir ce qu'il y a de vrai dans tout ce que Rita Skeeter a écrit sur toi. Doge a raison. Comment peux-tu laisser ces gens-là ternir les souvenirs que tu gardes de Dumbledore? Il regarda ailleurs, s'efforçant de ne pas trahir son amertume. C'était la même chose encore une fois. Il fallait choisir ce qu'il allait croire. Il voulait la vérité. Pourquoi tout le monde s'acharnait à l'en détourner? Si on descendait à la cuisine, suggéra Hermione au bout d'un moment, pour trouver de quoi faire un petit déjeuner. Il acquiesça mais à contre-cœur et sortit derrière elle. Ils passèrent devant la deuxième porte du palier. La peinture qui la recouvrait portait la trace des raflures profondes sous un petit écriteau qu'il n'avait pas remarqué dans l'obscurité, et il s'arrêta au démarche pour le lire. C'était une plaque prétentieuse écrite à la main en lettres soigneusement tracées, le genre de choses que Percy Weasley aurait pu coller sur la porte de sa chambre. Défense d'entrer sans l'autorisation expresse de Regulus Arcturus Black. Un sentiment d'excitation s'insinua en lui, mais Harry n'en comprit pas tout de suite la raison. Il lut à nouveau l'écriteau. Hermione, qui avait déjà descendu une volée de marche. Hermione, dit-il, surpris de pouvoir parler d'une voix si calme. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? R.A.P. Je crois que je l'ai trouvé. Hermione étouffa une exclamation et remonta l'escalier. Dans la lettre de ta mère, mais je n'ai pas vu. Harry l'interrompit d'un hochement de tête et lui montra la plaque de Regulus. Elle la lut, puis serra si fort le bras de Harry qu'il fit une grimace. Le frère de Sirius, murmura-t-elle. C'était un mange-mort, dit Harry. Sirius m'a raconté son histoire. Il est devenu un mange-mort quand il était très jeune. Ensuite, il a eu peur et a essayé de les quitter. Alors ils l'ont tué. Tout concorde, s'exclama Hermione. Si c'était un mange-mort, il pouvait approcher leur chef. Et s'il a été déçu, il a dû vouloir abattre Voldemort. Elle relâcha le bras de Harry, se pencha par-dessus la rampe et cria « Ron, viens vite !» Une minute plus tard, Ron apparut, essoufflé, sa baguette à la main. « Qu'est-ce qui se passe? S'il y a encore des araignées géantes, je veux d'abord un petit déjeuner avant d'eux. » Il fronça les sourcils, en voyant que la porte de Regulus, l'écriteau qu'Hermione lui montrait. Quoi? C'était le frère de Sirius, non? Regulus, Arcturus, Regulus, R.A.P. Le médaillon, tu crois que... On va essayer de le savoir, dit Harry. Il poussa la porte, elle était verrouillée. Hermione pointa sa baguette sur la poignée et prononça la formule. Allô, mort. Il lui tint des clics et la porte s'ouvrit. Ils franchirent le seuil ensemble, jetant des coups d'œil autour d'eux. La
chambre de Régulus était légèrement plus petite que celle de Sirius, mais il en émanait la même atmosphère de grandeur passée. Alors que Sirius avait cherché à afficher sa différence avec le reste de la famille, Régulus affichait clairement le contraire. Les couleurs verte émeraude et argent de Serpentard étaient partout, drapant le lit, les murs et les fenêtres. Les armoiries des plaques avaient été peintes avec soin au-dessus du lit, avec leur devise toujours pure. Au-dessous, des coupures de journaux jaunis étaient fixées au mur, en un collage hétéroclite. Hermione traversa la pièce pour les examiner de plus près. Elle parle toutes de Voldemort, dit-elle. Il semble que Régulus ait été un de ses admirateurs plusieurs années avant de s'enrôler dans les Mangemorts. Un petit nuage de poussière s'éleva du couvre-lit lorsqu'elle s'assit pour lire les coupures. Pendant ce temps, Harry avait remarqué une autre photo. Les joueurs d'une équipe de Quidditch de Poudlard souriaient en agitant la main. Il s'approcha et vit les serpents qui ornaient leur poitrine des Serpentards. Régulus était immédiatement reconnaissable, assis au milieu au premier rang. Il avait les cheveux bruns et l'air légèrement hautain de son frère, mais il était plus petit, moins athlétique et moins beau que Sirius. Il était attrapeur, dit Harry. Quoi? Demanda Hermione d'un ton vague. Elle était toujours plongée dans les coupures de journaux sur Voldemort. Il est assis au milieu du premier rang. C'est là que l'attrapeur, répondit Harry, s'apercevant que personne ne l'écoutait. Ron, à quatre pattes, fouillait sous l'armoire. Harry regarda autour de la pièce à la recherche de possibles cachettes et s'avança vers le bureau. Là encore, quelqu'un était passé avant lui. Dans les tiroirs, tout avait été retourné récemment, la poussière remuée, mais il n'y avait aucun objet de valeur, de vieilles plumes, des manuels scolaires dépassés qui, là encore, avaient été traités sans ménagement. Une bouteille d'encre fracassée dont le résidu gluant avait coulé sous le contenu du tiroir. Il y a un meilleur moyen, dit Hermione, tandis que Harry essuyait sur son jean ses traces d'encre séchée. Elle leva la baguette et lança Accio médaillon. Rien ne se produisit. Ron, qui fouillait à présent les plis de rideaux délavés, sembla déçu. Alors, c'est fini, il n'est pas là. Oh, merde. Oh si, il pourrait l'être, dit Hermione, mais protégé par des contresorts, des enchantements qui empêchent de le faire venir par magie. Comme ceux que Voldemort a jetés sur le bassin de la caverne, dit Harry, en se souvenant que le faux médaillon avait résisté à son sortilège d'attraction. Alors comment allons-nous le retrouver, interrogea Ron. On va le chercher à la main, répliqua Hermione. Très bonne idée, dit Ron, les yeux au ciel, en examinant à nouveau les rideaux. Pendant plus d'une heure, ils passèrent la pièce au peigne fin, mais finalement, ils durent admettre que le médaillon n'était pas là. Le soleil s'était élevé dans le ciel à présent, et ils furent éblouis par son éclat, même à travers les fenêtres glaceuses du palier. Il pourrait être quelque part ailleurs dans la maison, dit Hermione, d'un ton optimiste alors qu'il redescendait l'escalier. Harry et Ron s'étaient laissés gagner par le découragement, mais elle paraissait plus décidée que jamais. Qu'il ait ou non réussi à le détruire, il a voulu de toute façon le cacher de Voldemort, non. Vous vous souvenez de toutes ces horreurs dont nous nous sommes débarrassés la dernière fois que nous étions ici? Cette horloge qui jetait des boulons sur tout le monde, et cette vieille robe qui avait essayé d'étrangler Ron. Régulus les avait peut-être placés là, pour protéger l'endroit où il cachait le médaillon. Même si on ne s'en est pas rendu compte sur le... Harry et Ron la regardèrent, debout sur un pied, l'autre suspendu en l'air. Elle avait l'expression hébétée de quelqu'un qui vient de subir un sortilège d'amnésie. Ses yeux étaient même devenus vitreux. Sur le moment, acheva-t-elle dans un murmure. Quelque chose ne va pas, s'inquiéta Ron. Il y avait un médaillon. Quoi? S'exclamèrent Harry et Ron d'une même voix. Dans l'armoire vitrée du salon, personne n'arrivait à l'ouvrir, et nous... Harry eut l'impression d'avoir avalé une brique qui lui tombait dans l'estomac. Il se souvint qu'il avait retourné le médaillon entre ses doigts quand il l'avait passé de main en
sac de vieillerie, dans la tabatière pleine à poudre à verrues, et la boîte à musique qui avait failli endormir tout le monde. Créature a récupéré plein de choses derrière notre dos, dit Harry. C'était la seule chance, le seul petit espoir qu'il leur restait, et il était bien décidé à s'y cramponner jusqu'à ce qu'il soit forcé de lâcher prise. Il avait gardé tout un tas d'objets dans son placard de la cuisine. Venez. Il dévala l'escalier 4 à 4. Les deux autres se précipitèrent à sa suite, dans un martèlement de pas semblable à du tonnerre. Ils firent tant de bruit qu'ils réveillèrent le portrait de la mère de Sirius quand ils traversèrent le hall. Vermine, sang de bourbe, souillure, hurla-t-elle tandis qu'ils se ruaient au sous-sol en claquant la porte derrière eux. Harry traversa la cuisine au pas de course et s'arrêta dans une glissade devant la porte du placard qu'il ouvrit à la volée. Il y avait toujours le nid de vieilles couvertures craseuses dans lequel Créature dormait autrefois, mais on ne voyait plus briller les bibelots que l'elfe de maison avait récupérés dans les poubelles. Il restait simplement un exemplaire de noble par nature, une généalogie des sorciers. Refusant d'en croire ses yeux, arracha les couvertures et les secoua. Une souris morte en tomba et roula sur le sol dans une vision d'horreur. Ron poussa un grognement et se jeta sur une chaise et Hermione ferma les paupières. « Ce n'est pas fini, » dit Harry. Il éleva la voix et appela. « Créature !» Il eut un craque sonore et l'elfe de maison que Harry avait, bien malgré lui, hérité de Sirius, surgit de nulle part devant la cheminée vide et froide. Minuscule, d'une taille de moitié inférieure à celle d'un être humain, il avait une peau blanchâtre dont les plis pendaient de toutes parts et des poils blancs qui sortaient en grosses touffes de ses oreilles semblables à celles de chauve-souris. Il portait toujours le chiffon crasseux dans lequel il l'avait vu pour la première fois. Et le regard méprisant qu'il posa sur Harry montrait que son attitude à l'égard de son nouveau maître n'avait pas plus changé que sa façon de s'habiller. « Maître !» croisa-t-il de sa voix de crapaud. Il s'inclina et marcha comme s'il s'adressait à ses genoux. De retour dans l'ancienne maison de ma maîtresse avec Weasley, le traître à son sang et la sang de bourbe. « Je t'interdis de traiter quiconque de traître à son sang ou de sang de bourbe, » grogna Harry. Avec son nez en forme de groin et ses yeux injectés de sang, Créature lui aurait inspiré bien peu d'affection, même si l'elfe n'avait pas trahi Sirius auprès de Voldemort. « J'ai une question à te poser, » dit Harry. Son cœur se mit à battre plus fort lorsqu'il baissa les yeux sur l'elfe. « Et je t'ordonne de répondre la vérité, compris. »« Oui, maître, » répliqua Créature, en s'inclinant profondément une fois de plus. Harry vit ses lèvres remuer sans bruit, sans aucun doute les insultes qu'il n'avait plus le droit de proférer. « Il y a 2 ans, reprit Harry, son cœur martelant à présent sa poitrine, il y avait un gros médaillon en or dans le salon du premier étage. Nous l'avons jeté. Est-ce que tu l'as récupéré ?» Il y eut un instant de silence pendant lequel Créature se redressa de toute sa hauteur pour regarder Harry en face. Puis, il répondit « Oui. »« Où est-il maintenant ?» demanda Harry sur un ton de jubilation, tandis que Ron et Hermione affichaient une expression réjouie. Créature ferma les yeux, comme s'il ne pouvait supporter de voir leur réaction au prochain mot qu'il prononcerait. « Disparu. »« Disparu » répéta Harry comme un écho, sa joie le quittant brusquement. « Que veux-tu dire par disparu ?» L'elfe frissonna. Il vacillait sur place. « Créature, » reprit Harry d'un ton féroce, « je t'ordonne. » Mundungus Fletcher, croisa l'elfe. Les yeux toujours fermés, Mundungus Fletcher a tout volé. Les photos de Miss Bella et de Miss Sissy, les gants de ma maîtresse, la médaille de l'ordre de Merlin première classe, les coupes gravées aux armoiries de la famille et... Créature haletait, cherchant son souffle, sa poitrine creuse enflait et se dégonflait rapidement, puis ses yeux s'ouvrirent et laissa échapper un cri à glacer le sang. Et le médaillon de Monsieur Régulus, Créature a fait mal, Créature n'a pas su exécuter les ordres.
réagit instinctivement lorsque Créature se précipita sur le tisonnier posé contre la grille du foyer. Il se jeta sur l'elfe, l'aplatissant au sol. Le cri d'Hermione se mêla à celui de Créature, mais Harry hurla plus fort qu'eux. « Créature, je t'ordonne de rester tranquille. » Il sentit l'elfe s'immobiliser et le relâcha. Créature resta étendue sur le sol de pierre glacée, des larmes ruisselant de ses yeux, aux paupières tombantes. « Harry, laisse-le se relever, » murmura Hermione, pour qu'il puisse donner des coups de tisonnière, ricana Harry, en s'agenouillant à côté de l'elfe. « Sûrement pas. »« Maintenant, Créature, je veux la vérité. Comment sais-tu que Montingus Fletcher a volé le médaillon ?» Créature l'a vu, s'étrangla l'elfe, des larmes coulant de son groin et de sa bouche aux dents grises. Créature l'a vu sortir du placard de Créature, les mains pleines de trésors de Créature. Créature a dit au voleur d'arrêter, mais Montingus a ri et s'est enfui. « Tu as déclaré que le médaillon était celui de Monsieur Régulus, » reprit. « Pourquoi? D'où venait-il? Qu'est-ce que Régulus avait à voir avec ça? » Créature, redresse-toi et raconte-moi tout ce que tu sais sur ce médaillon et tout ce que Régulus avait à faire avec cet objet. L'elfe, assis par terre, se boutonna en boule, appuya son visage plein de larmes contre ses genoux et commença à se balancer d'avant en arrière. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix était étouffée, mais on l'entendait distinctement dans la cuisine silencieuse où ses paroles résonnaient en écho. Monsieur Sirius est parti de la maison pour débarras, car c'était un méchant garçon qui a brisé le cœur de ma maîtresse avec ses manières de voyou. Mais Monsieur Régulus, lui, avait le sens de l'honneur. Il savait ce qui était dû au nom des plaques et à la dignité de son sang pur. Pendant des années, il a parlé du Seigneur des Ténèbres, qui allait sortir les sorciers de leur clandestinité pour qu'ils règnent sur les moldus et les némoldus. Quand il a eu 16 ans, Monsieur Régulus a rejoint les rangs du Seigneur des Ténèbres. Si fier, si heureux de servir. Et 1 an après, Monsieur Régulus est descendu dans la cuisine pour voir Créature. Monsieur Régulus a toujours aimé Créature, et Monsieur Régulus il a dit. Le vieil elfe se balança de plus en plus vite. Il a dit que le Seigneur des Ténèbres avait besoin d'un elfe. Voldemort avait besoin d'un elfe. Se tournant vers et Hermione, aussi stupéfait que lui. Oh oui, j'ai mis Créature, et Monsieur Régulus avait proposé Créature. C'était un honneur, disait Monsieur Régulus, un honneur pour lui et pour Créature qui devait veiller à bien obéir aux ordres du Seigneur des Ténèbres, et ensuite revenir à la maison. Créature se balançant encore plus vite, sa respiration se transformant en sanglots. Alors Créature s'est rendue auprès du Seigneur des Ténèbres. Le Seigneur des Ténèbres n'a pas dit à Créature ce qu'ils allaient faire, mais là on est Créature, dans une grotte à côté de la mer. Et tout au fond de la grotte, il y avait une caverne, et dans la caverne, un grand lac noir. Harry sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque. Il avait l'impression que la voix éraillée de Créature provenait de l'autre rive de cette eau sombre. Il voyait ce qu'il s'était passé aussi clairement que s'il avait été présent. Il y avait aussi un bateau. Bien sûr qu'il y avait un bateau. Harry le connaissait, ce bateau minuscule, d'un verre fantomatique, ensorcelé pour pouvoir transporter qu'un seul sorcier et sa victime jusqu'à l'île située au centre du lac. C'était donc ainsi que Voldemort avait vérifié si les défenses qui protégeaient leur crux étaient efficaces, en empruntant une créature qu'il pourrait aisément sacrifier, un elfe de maison. Sur l'île, il y avait un bassin rempli de potions. Le Seigneur des Ténèbres avait pour potion à Créature. L'elfe trembla des pieds à la tête. Créature a bu, et en buvant, il a vu des choses terribles. Les entrailles de Créature étaient en feu. Créature a pleuré, supplié pour que Monsieur Régulus vienne le sauver. Il a supplié sa maîtresse, Mrs. Black, mais le Seigneur des Ténèbres a éclaté de rire. Il a obligé Créature à boire toute la potion. Ensuite, il a
laissé tomber un médaillon dans le bassin vide, et il l'a de nouveau rempli de potions. Puis, le Seigneur des Ténèbres est reparti dans le bateau, en abandonnant Créature sur l'île. Harry voyait se dérouler la scène, et il voyait le visage blanc, tel une tête de serpent, disparaître dans l'obscurité, les yeux rouges impitoyables fixant l'elfe qui se débattait dans les souffrances et dont la mort se produirait dans quelques minutes lorsqu'il succomberait à la soif atroce que la potion brûlante provoquait chez ses victimes. Mais son imagination ne pouvait aller plus loin, car il ne comprenait pas comment Créature avait réussi à s'échapper. Créature avait besoin d'eau. Il a rampé jusqu'au bout de l'île, et il a bu dans le lac noir. Mais des mains mortes sont sorties de l'eau et ont entraîné Créature au fond. « Comment as-tu fait pour te sortir de là ?» demanda Harry. Il s'entendit parler dans un murmure et n'en fut pas surpris. Créature releva sa tête repoussante et regarda Harry avec ses grands yeux injectés de sang. « Monsieur Régulus a dit à Créature de revenir, répondit-il. « Je sais, mais comment as-tu échappé aux Inferi ?» Créature ne sembla pas comprendre. Monsieur Régulus a dit à Créature de revenir, répéta-t-il. « Je sais, mais... Enfin quoi, Harry, c'est évident, intervient Ron. Il a transplané. » Mais le transplanage était impossible dans cette caverne, objecta Harry. Sinon, Dumbledore. La magie des elfes n'est pas la même que celle des humains, fit remarquer Ron. Par exemple, ils peuvent entrer à Poudlard ou en sortir en transplanant, alors que nous ne le pouvons pas. Il y eut un silence pendant lequel Harry réfléchit à ce qu'il venait d'entendre. Comment Voldemort avait-il pu commettre une telle erreur? Mais, au moment même où il se posait cette question, Hermione parla à son tour d'une voix glaciale. Bien entendu, Voldemort a toujours considéré la vie des elfes de maison indigne de son attention, et la manière des sangs purs qui les traite comme des animaux. Il ne lui sera jamais venu à l'esprit qu'il puisse posséder des pouvoirs magiques dont il ne disposait pas lui-même. Un elfe de maison ne connaît d'autre loi que les ordres de son maître, récita Créature. Créature a reçu l'ordre de rentrer à la maison. Créature est donc rentrée à la maison. Dans ce cas, tu as fait ce qu'on te disait, n'est-ce pas? Conclut Hermione avec douceur. Tu n'as donc pas désobéi aux ordres. Créature hocha la tête, se balançant plus vite que jamais. Que s'est-il passé quand tu es revenu? Demanda Harry. Comment a réagi Régulus quand tu lui as raconté ce qui était arrivé? Monsieur Régulus était très inquiet, croissa Créature. Monsieur Régulus a ordonné à Créature de rester cachée et de ne pas quitter la maison. Et ensuite, quelque temps plus tard, Monsieur Régulus est venu une nuit chercher Créature dans son placard. Monsieur Régulus était étrange, pas comme d'habitude. Créature voyait qu'il avait l'esprit troublé. Il a dit à Créature de l'emmener dans la caverne où Créature était allée avec le Seigneur des Ténèbres. Ils étaient donc partis là-bas. Harry les voyait clairement, l'elfe terrorisé et le jeune homme aux cheveux bruns, l'attrapeur à la silhouette mince qui ressemblait tant à Sirius. Créature savait comment ouvrir l'entrée secrète qui menait à la caverne souterraine. Il savait comment faire émerger le minuscule bateau. Et cette fois, c'était Régulus, son maître adoré, qui traversait le lac avec lui, jusqu'à l'île où se trouvait le bassin rempli de poison. « Il t'a fait boire la potion ?» interrogea Harry, dégoûté. Créature fit non de la tête et fondit en larmes. Hermione plaqua soudain ses mains contre sa bouche. Elle semblait avoir compris quelque chose. Monsieur Régulus a sorti de sa poche un médaillon semblable à celui du Seigneur des Ténèbres, expliqua Créature. Des larmes ruisselant de chaque côté de son nez en forme de croix. Il a donné l'ordre à Créature de le prendre et de l'échanger les deux médaillons quand le bassin serait vide. Les sanglots de Créature se transformèrent en grincements rauques. Harry devait se concentrer pour comprendre ses paroles. Et il a dit à Créature de partir sans lui, de rentrer à la maison et de ne jamais raconter à la maîtresse ce qu'il avait fait, mais de détruire le premier médaillon. Ensuite, il a bu
serrer contre elle, mais il se releva aussitôt avec un mouvement de recul visiblement dégoûté. La sang de pourpre a touché créature, il ne le permettra pas, que dirait sa maîtresse. Je t'ai interdit de l'appeler sang de pourpre, compta Harry. Mais l'elfe était déjà en train de se punir, et il s'était jeté par terre et se frappait le front contre le sol. Arrête-le, arrête-le, s'exclama Hermione. Tu vois maintenant comme c'est affreux, la façon dont ils sont obligés d'obéir. Créature, arrête, arrête, cria Harry. L'elfe resta allongé, tremblant, pantelant, un mucus verdâtre luisant autour de son groin. Un hématome s'épanouissant déjà sur le front blafard, là où il s'était cogné la tête, les yeux gonflés, rouges et baignés de larmes. Harry n'avait jamais rien vu d'aussi pitoyable. Tu as donc rapporté le médaillon à la maison, reprit-il, implacable, car il était bien décidé à entendre toute l'histoire. Et tu as essayé de le détruire. Rien de ce que faisait créature n'arrivait à l'abîmer, gémit l'elfe. Créature a tout essayé, tous les moyens qu'il connaissait, mais rien ne marchait. Il est protégé par des maléfices si puissants que créature était certain qu'il fallait le détruire de l'intérieur, mais il refusait de s'ouvrir. Créature s'est puni, il a essayé de nouveau, il s'est de nouveau puni, et il a encore essayé. Créature n'a pas su exécuter les ordres, créature n'a pas pu détruire le médaillon. Et sa maîtresse était folle de chagrin, car Monsieur Régulus avait disparu, et créature ne pouvait pas lui dire ce qui lui était arrivé. Oh non, parce que Monsieur Régulus avait interdit de raconter à sa famille ce qu'il s'était passé dans la caverne. Créature se mit à sangloter si fort qu'il n'arrivait plus à articuler des paroles cohérentes. Des larmes coulaient sur les joues d'Hermione tandis qu'elle regardait l'elfe, mais elle n'osa pas le toucher à nouveau. Même qui n'était pas un grand admirateur de créatures paraissait troublé. Harry s'assit sur ses talons et secoua la tête pour essayer d'éclaircir ses pensées. « Je ne te comprends pas, créature, dit-il enfin. Voldemort a tenté de te tuer. Régulus est mort en voulant faire tomber Voldemort, mais toi, tu étais content de trahir Sirius au profit de Voldemort. Tu étais très content d'aller voir Narcissa et Bellatrix et de leur confier des informations pour qu'elles les transmettent à Voldemort. Harry, créature ne pense pas de cette manière, expliqua Hermione en s'essuyant les yeux d'un revers de main. C'est un esclave. Les elfes de maison sont habitués à être maltraités, brutalisés même. Ce que Voldemort a fait à créature n'était pas si différent de ce qu'il subissait ordinairement. Qu'est-ce que les guerres entre sorciers peuvent bien signifier pour un elfe comme créature? Il est loyal envers des gens qui sont gentils avec lui. Madame Black l'était sans doute, et lui sûrement. Il les servait donc volontiers, et s'indignait, et signait leur façon de penser. Je sais que tu vas me répondre, poursuivit-elle en voyant que Harry s'apprêtait à protester. Tu vas me dire que Régulus avait changé d'avis, mais il ne semblait pas l'avoir expliqué à créature, et je crois savoir pourquoi. Créature et la famille de Régulus étaient beaucoup plus en sécurité s'ils restaient fidèles à leur ancienne lignée de sang pur. Régulus essayait de les protéger tous. Sirius était odieux avec créature, Harry. Et ce n'est pas la peine de faire cette tête, tu sais très bien que c'est vrai. Créature avait longtemps vécu seul avant que Sirius ne vienne habiter ici, et il avait sans doute grand besoin d'un peu d'affection. Je suis sûr que Miss Sissy et Miss Bella ont été absolument adorables avec créature quand il est revenu les voir. Il a eu donc rendu service, en révélant tout ce qu'il voulait connaître. J'ai toujours affirmé que les sorciers paieraient un jour la façon dont ils traitent les elfes de maison. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Voldemort et aussi à Sirius. Harry ne répliqua rien, en regardant créature sangloter par terre, et il se souvient de ce que Dumbledore lui avait dit quelques heures seulement après la mort de Sirius. Je ne crois pas que Sirius ait considéré créature comme un être doué des mêmes sentiments qu'un homme. Créature, dit Harry au bout d'un moment, quand tu te sentiras prêt, tu voudrais bien t'asseoir s'il te plaît. Il fallut plusieurs minutes avant que l'elfe parvienne à étouffer ses hoquets et retrouve le silence. Il se redressa à nouveau, se frotta les yeux de ses poings, à la manière d'un enfant. « Créature, je vais te demander quelque chose, reprit Harry. Et
et leur jeta un regard à Hermione pour solliciter son aide. Il voulait lui donner un ordre, mais avec une certaine douceur, mais ne pouvant cacher qu'il s'agissait bel et bien d'un ordre. Son changement de ton, cependant, semblait avoir gagné l'approbation d'Hermione. Elle lui adressait un sourire encourageant. « Créature, je voudrais, s'il te plaît, que tu ailles chercher Mundungus Fletcher. Nous devons absolument savoir où se trouve le médaillon. Le médaillon de Monsieur Régulus. C'est très important. Nous voulons terminer le travail entrepris par Monsieur Régulus. Nous voulons faire en sorte qu'il ne soit pas mort enfin. » Créature laissa tomber ses poings et leva les yeux vers Harry. « Trouver Mundungus Fletcher, croisa-t-il. Et l'amener ici, Squire Grimmauld, ajouta Harry. Tu crois que tu pourrais t'en charger? » Lorsque Créature se releva en acquiesçant d'un signe de tête, Harry eut une soudaine inspiration. Il sortit la bourse de Hagrid et en retira le faux Horcrux, le médaillon de substitution dans lequel Régulus avait placé le mot à destination de Voldemort. « Créature, je voudrais te donner ceci, dit-il en glissant le médaillon dans la main de l'elfe. Il appartenait à Régulus, et je suis sûr qu'il aurait voulu te le léguer, en signe de gratitude pour tout ce que tu en fais trop, mon vieux couparon. » L'elfe avait pris le médaillon. Il laissait alors échapper un hurlement qui exprimait à la fois la stupéfaction et la détresse, puis se jeta à nouveau par terre. Il leur fallut près d'une demi-heure pour calmer l'elfe, si bouleversé de recevoir pour lui seul un héritage de la famille Black que ses jambes n'avaient plus la force de le soutenir. Quand il fut enfin capable de faire quelques pas en vacillant, ils l'accompagnèrent tous les trois jusqu'au placard, le regardèrent ranger soigneusement son médaillon dans les couvertures crasseuses et lui assurèrent qu'il n'aurait d'autre priorité que de protéger le précieux objet pendant son absence. Il s'inclina alors profondément devant et Ron alla même jusqu'à esquisser en direction d'Hermione un drôle de petit mouvement, semblable à un spasme, qui aurait pu passer pour une tentative de salut respectueux. Enfin, il transplana, accompagné du crack habituel. Encore un chapitre, et ce sera tout pour ce soir. J'aime beaucoup Créature, et je trouve que c'est dommage que dans les films on le voit très peu. Enfin, il n'y a pas toute cette histoire avec Régulus, enfin, vite fait quoi, c'est très... alors que c'est vraiment un passage important. Et qui montre qu'en fait, Sirius n'était pas si bon que ça. Et en tout cas, il n'a pas fait grand chose au final pour l'ordre. Alors qu'il aurait pu faire bien plus s'il avait eu plus de self-control, etc. Et que du coup, enfin, ça réhabilite beaucoup les Serpentards de manière générale. Du fait qu'ils ont le droit d'avoir des idées, parce que, mine de rien, leurs idées c'était, bon, certes un peu gouverner le monde, mais dans le sens où ils avaient marre de se cacher. Parce qu'ils se cachent tout le temps des moldus. Il y a beaucoup de sorciers qui en ont marre de ça. Donc lui, il était contre ça, surtout que ses parents étaient dans ce système de pensée-là, et que son grand frère les avait déçus, et du coup, il restait plus que lui, en fait, pour assurer les espérances de ses parents, qui du coup ne devaient pas du tout avoir le même comportement avec lui, surtout que Sirius était parti. Et quelque part ça fait un peu genre comme si Sirius avait abandonné son frère, parce qu'il les détestait tous, hein, clairement il le dit, alors qu'il aurait pas pu l'aider et que Régulus a fait quelque chose d'incroyable en fait. Donc voilà. Et Créature est un personnage extrêmement intéressant. Let's go. Chapitre 11. Corruption. Si Créature avait pu échapper à un lac rempli d'Inferi, Harry ne doutait pas que la capture de Mundungus ne lui prendrait pas plus de quelques heures, et il passa toute la matinée à rôder dans la maison dans un état d'extrême impatience. Créature cependant ne revint pas ce matin-là, ni même l'après-midi. Vers le soir, Harry se sentit découragé, anxieux, et un dîner composé essentiellement de pain moisi qu'Hermione avait soumis sans succès à diverses tentatives de métamorphose ne fit rien pour l'aider. Créature ne revient pas non plus le lendemain, ni le jour suivant. En revanche, deux hommes vêtus de capes étaient apparus au dehors, devant le numéro 12, et restèrent là jusqu'à la nuit, les yeux fixés en direction de la maison qu'ils ne pouvaient pas voir. Des mange-morts sans aucun doute, dit Ron,
tandis que Harry, Hermione et lui regardaient par la fenêtre du salon. J'imagine qu'ils doivent savoir qu'on est là. Je ne pense pas, répondit Hermione, bien qu'elle eût l'air d'effrayer. Ou alors, ils auraient envoyé Rogue nous chercher, vous ne croyez pas? Tu crois qu'il est venu ici et qu'il n'a pas pu parler à cause du sortilège de langue de plomb jeté par Maugrey, demanda Ron. Oui, répondit Hermione, sinon, il aurait expliqué à ces deux-là comment faire pour entrer. Ils doivent simplement surveiller pour voir si on va venir. Après tout, ils savent que la maison appartient à Harry. Comment ont-ils pu, commença Harry? Les testaments des sorciers sont examinés par le ministère, tu te souviens? Ils savent donc que tu es le propriétaire des lieux. La présence des mange-morts au dehors rendait l'atmosphère de la maison plus menaçante encore. Il n'avait de l'extérieur depuis le patronus de Monsieur Weasley, et la tension commençait à se faire sentir. Agité et irritable, Ron avait contracté une manie agaçante qui constituait à jouer dans sa poche avec le déluminateur. Merci beaucoup, Moana, c'est trop gentil. J'avais même pas vu qu'il était milieu, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci. Tu vas arrêter ça, oui, s'écria-t-elle. C'est le troisième soir d'absence de créature et les lumières venaient à nouveau de s'éteindre dans le salon. Merci beaucoup, c'est gentil. Désolé, répondit Ron en actionnant le déluminateur pour allumer les lampes. Je le fais sans y penser. Tu ne pourrais pas trouver quelque chose de plus utile pour t'occuper? Quoi, par exemple? Lire des contes pour les mômes? Dumbledore m'a légué ce livre, Ron. Et moi, et il m'a légué le déluminateur. C'est peut-être pour ça pour que je m'en serve. C'est trop gentil. Incapable de supporter plus longtemps ces disputes, Harry se glissa hors de la pièce à l'insu des deux autres et descendit en direction de la cuisine, où il se rendait régulièrement, certain que créature choisirait cet endroit pour réapparaître. Merci Anna. Ah là là, Ben, elle a déjà oublié, super. Mais je crois que j'ai un nom de plus que toi, Mona, en fait. Mais à mi-chemin de l'escalier qui menait dans le hall, il entendit un petit coup frapper à la porte d'entrée, suivi d'un cliquetis mécanique et d'un grincement de la chaîne. Mona non plus. Quel âge ça te fait? Mais non mais... J'ai 32. Voilà, comme ça vous savez tout. Tous les nerfs de son corps se tendirent à craquer. Il sortit sa baguette, se dissimula à l'ombre de la tête des elfes décapités et attendit. La porte s'ouvrit. Il y eut une brève vision de la place éclairée par les réverbères. Puis, une silhouette vêtue d'une cape se faufila dans le hall et referma la porte. Lorsque l'intrus se fut avancé d'un pas, la voix de Maugrey demanda: Severus Rogue. Mais t'es ouf, Mana. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Mais attends, mais comment ça à 32? Mais ça va, t'es malade. Mais allez. Mais merci, c'est trop gentil. Mais il fallait pas. Mais merci, mais... Allez. Oh, mais oui, tous les Pokémon. Mais comment ça? Mais... Que les gens qui sont là. What the fuck? Mais combien de personnes? 4 non. What the fuck? Merci beaucoup, c'est trop gentil. Oh, merci. Je sais plus où mettre, voilà, à l'aide. Merci. Aïe, je sais plus où je suis rendu. À l'aide. Mais merci beaucoup, Moana, c'est trop gentil. Merci. L'être de poussière se dressa à l'extrémité du hall et se précipita en avant, sa main morte. Merci beaucoup. Ce n'est pas moi qui vous ai tué, Albus, dit une voix douce. Le maléfice se brisa, l'apparition explosa d'une nouvelle fois, et il fut impossible de distinguer le visiteur à travers l'épais nuage de poussière grise qu'elle avait laissé derrière elle. Harry pointa sa baguette vers le centre du nuage. Ne bougez pas. Il avait oublié le portrait de Madame Black. Au son de sa voix, les rideaux qui la cachaient s'ouvrirent à la volée, et elle se mit à crier. Sang de bourbe et vermine qui déshonorait ma maison. Merci beaucoup, mais vous êtes trop chou, merci. À l'aide, je sais plus où mettre, merci beaucoup.
l'escalier à grands pas. Derrière Harry, leur paquette pointait comme la sienne vers l'inconnu, qui se tenait à présent dans le hall, les mains levées. Ne tirez pas, c'est moi, Rémus. Ah, Dieu merci, dit Hermione d'une voix faible, qui dirigeait sa paquette vers Madame Black. Les rideaux se refermèrent dans un grand banc, et le silence tomba. Ron abaissa lui aussi sa paquette, mais pas Harry. Montrez-vous, ordonna-t-il. Lupin s'avança à la lumière, les mains toujours levées, en signe de reddition. Merci beaucoup, moine. Je suis Rémulus John Lupin, loup-garou, connu parfois sous le nom de Lonard, l'un des 4 créatures de la carte du maraudeur, marié à un qu'on appelle généralement Tonks, et je t'ai appris, Harry, comment produire un patronus qui prend la forme d'un cerf. Bon, d'accord, dit Harry en détournant sa paquette, mais il fallait que je vérifie, non? Ayant été ton professeur de défense contre les forces du mal, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Ron et Hermione, vous ne devriez pas baisser vos défenses si rapidement. Mais attendez, comment ça? Mais n'importe quoi, j'avais pas vu. Putain, j'avais pas vu du tout. Descendant 4 à 4 les dernières manches, ils coururent vers lui, enveloppés d'une épaisse cape de voyage, et il paraissait épuisé, mais content de les voir. Alors, pas de signe de Sévrus, demanda-t-il. Non, répondit Harry. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va bien? Oui, assura Lupin. Mais vous êtes tous surveillés. Il y a 2 mange-morts sur place dehors. On sait. T'es pas mais putain. Ah, c'est grave. Il a fallu que je transplane sur la marche supérieure du perron, juste devant la porte pour être sûr qu'ils ne me voient pas. Ils ne savent sûrement pas que vous êtes là, sinon ils seraient venus en plus grand nombre. Ils vérifient tous les endroits qui ont un rapport avec toi, Harry. Descendons au sous-sol, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, et je veux savoir ce qui vous est arrivé depuis votre départ du terrier. Ils l'accompagnèrent dans la cuisine, où Hermione pointa sa baguette pour faire griller le foyer. Sur la grille du foyer, pardon. Des flammes jaillirent aussitôt, qui se reflétèrent le long de la table en bois qui tenait au mur de pierre nue l'illusion d'une atmosphère douillette. Lupin sortit quelques bières au beurre de sous sa cape et ils s'assirent. J'aurais pu être là il y a 3 jours, mais il a d'abord fallu que je me débarrasse des mange-morts qui me suivaient, expliqua Lupin. Et vous, vous êtes venu directement ici après le mariage? Non, répondit Harry. Nous sommes d'abord tombés sur 2 mange-morts dans un café à Tottenham Court Road. Lupin renversa sur lui une bonne partie de sa bière au beurre. Quoi? Ils lui expliquèrent ce qui était arrivé. Lorsqu'ils eurent terminé, Lupin paraissait atterré. Mais comment vous ont-ils trouvé si vite? On ne peut pas suivre quelqu'un qui transplane à moins de s'accrocher à lui quand il disparaît. Il est peu probable qu'il se soit simplement promené dans Tottenham. Juste à ce moment-là, non? Nous nous sommes demandé, risqua Hermione, si Harry n'avait toujours pas la trace sur lui. Impossible, répliqua Lupin. Ron eut un petit air satisfait et Harry éprouva un immense soulagement. Pour commencer, si Harry avait toujours la trace sur lui, il saurait qu'il est ici. Mais je ne vois pas comment ils ont pu vous suivre dans Tottenham. C'est inquiétant, très inquiétant. Il paraissait troublé, mais aux yeux de Harry, cette question n'était pas prioritaire. Et merci. Merci beaucoup. Aïe aïe les petites pompes. J'ai pas ça avant la fin du lait. Eh bien, Kingsley nous a sauvés, répondit Lupin. Racontez-nous ce qu'il s'est passé après notre départ. Nous n'avons plus aucune nouvelle depuis que le père de Ron nous a fait savoir que la famille était en sécurité. Eh bien, Kingsley nous a sauvés, répondit Lupin. Grâce à son avertissement, la plupart des invités ont pu transplaner avant l'arrivée des autres. Étaient-ce des mange-morts ou des gens du ministère? Interrogea Hermione. Un mélange des deux. En fait, c'est la même chose maintenant, affirma Lupin. Ils étaient environ une douzaine, mais ils ignoraient que tu étais là, Harry. Arthur a entendu une rumeur selon laquelle ils auraient torturé Scrimgeour pour essayer de lui faire dire où tu te trouvais avant de le tuer. Si c'est vrai, il ne t'a pas trahi. Harry regarda Ron et Hermione. Leur expression reflétait l'effarement, mêlée de gratitude qu'ils ressentaient. Il n'avait jamais beaucoup aimé Scrimgeour, mais si ce que Lupin disait
si ça était vrai, sa dernière action avait été de protéger Harry. Les Mange-Morts ont fouillé le terrier de fond en comble, poursuivit Lupin. Ils ont trouvé la goule, mais n'ont pas voulu trop s'en approcher. Ensuite, ils ont interrogé pendant des heures ceux d'entre nous qui étaient restés. Ils essayent d'obtenir des informations sur toi, Harry, mais bien sûr, personne, en dehors des membres de l'ordre, ne savait que tu étais là. En même temps qu'ils fichaient le mariage en l'air, d'autres Mange-Morts entraient de force dans toutes les maisons du pays, liées à des membres de l'ordre. Aucune perte à déplorer, s'empressa-t-il d'ajouter, anticipant la question. Mais ils ont commis des violences. Ils ont entièrement brûlé la maison de Dédalus Diggle, qui n'était pas là, comme tu le sais. Ils ont fait usage du sortilège de Loris contre la famille de Tonks. Cette fois encore, ils essayaient de savoir où tu étais parti, après les avoir quittés. Les Tonks s'en sont bien remis. Ils ont été secoués, bien sûr, mais sinon ça va. Allez, commence bien, oui, mais t'inquiète, je l'ai fait les pompes, mais après je vais t'essouffler, je vais pas réussir à lire, c'est pour ça. Les Mange-Morts ont réussi à franchir tous ces sortilèges de protection, s'étonna Harry, en se souvenant à quel point ils avaient été efficaces la nuit où ils s'étaient écrasés dans le jardin des parents de Tonks. Ce dont tu dois te rendre compte, Harry, c'est que les Mange-Morts bénéficient à présent de toute la puissance du ministère, reprit Lupin. Ils ont le pouvoir d'utiliser les maléfices violents sans avoir peur d'être identifiés ou envoyés en prison. Ils ont réussi à forcer tous les sortilèges de défense que nous avions jetés contre eux, et une fois entrés dans les maisons, ils ne cachaient pas les raisons pour lesquelles ils étaient venus. Est-ce qu'ils donnent des excuses pour essayer d'arracher par la torture des informations sur Harry demanda Hermione d'un ton tranchant. Eh bien, justement, répondit Lupin. Il hésita un instant, puis sortit un exemplaire plié de la Gazette du Sorcier. Regarde, dit-il, en glissant le journal vers Harry. De toute façon, tu l'aurais su à un moment ou à un autre. C'est le prétexte qu'ils ont trouvé pour te traquer. Merci Tristan. Harry déplia le journal. Une immense photo de lui s'étalait à la une, et lut la manchette qui figurait au-dessous. Recherché pour interrogatoire dans l'enquête sur la mort d'Albus Dumbledore. Ron et Hermione poussèrent des cris scandalisés. Ah, lui ne dit rien et écarta le journal. Il ne voulait pas en lire davantage. Il savait déjà ce que contenait l'article. Personne, en dehors de ceux qui s'étaient trouvés au sommet de la tour lorsque Dumbledore était mort, ne savait qui l'avait véritablement tué, et ainsi que Rita Skeeter l'avait déjà révélé au monde des sorciers, des témoins avaient vu Harry quitter les lieux en courant, quelques instants après que Voldemort fut tombé. « Je suis désolé, Harry, dit Lupin. » Alors les Mange-Morts se sont aussi emparés de la Gazette du Sorcier, demanda Hermione avec fureur. Lupin acquiesça d'un signe de tête. Et bonsoir Tristan. Mais les gens doivent bien s'apercevoir de ce qui se passe, non? Le coup de force s'est déroulé en douceur et quasiment en silence, répondit Lupin. La version officielle du meurtre de Scrimgeour, c'est qu'il a démissionné. Il a été remplacé par un pieux Stickness, qui est soumis au sortilège de l'Imperium. Pourquoi Voldemort ne s'est-il pas proclamé lui-même ministre de la magie? Interrogea Ron. Lupin éclata de rire. Il n'en a pas besoin. En réalité, c'est lui le ministre, mais pourquoi prend-il la peine d'aller s'asseoir derrière un bureau? Stickness, sa marionnette, s'occupe des affaires courantes et laisse à Voldemort toute liberté d'étendre son pouvoir, bien au-delà du ministère. Évidemment, beaucoup en ont tiré des conclusions. Il y a eu un changement spectaculaire dans la politique du ministère ces derniers jours. Ils sont nombreux à murmurer que Voldemort doit être derrière tout ça. Mais justement, c'est bien là le point essentiel, ils murmurent. Ils n'osent pas se parler les uns aux autres, car ils ne savent pas en qui ils peuvent avoir confiance. Ils ont peur de dire des choses à voix haute, au cas où leurs soupçons seraient fondés, et qu'on s'en prenne à leur famille. Voldemort joue un jeu très habile. Se déclarer officiellement aurait pu provoquer une rébellion ouverte. En restant masqué, il entretient la confusion, l'incertitude et la peur. Et ce changement spectaculaire dans la politique du ministère, dit Harry, consiste aussi à mettre
en garde le monde des sorciers contre moi, et non pas contre Voldemort. Ça fait partie de l'ensemble, sans aucun doute, répondit Lupin. Et c'est un coup de maître, maintenant que Dumbledore est mort. On pouvait être certain que ce serait toi, le survivant, le symbole et le point de ralliement de toute résistance à Voldemort. Mais en laissant entendre que tu as une responsabilité dans la mort du vieux héros, Voldemort n'a pas seulement mis ta tête à prix, il a aussi insinué le doute et la crainte parmi ceux qui étaient prêts à te défendre. Dans le même temps, le ministère a commencé à prendre des mesures contre les sorciers Némoldus. Lupin montra la gazette, carte en page 2. Hermione tourna les pages du journal avec la même expression de dégoût que lorsqu'elle avait dû tendre les mains les secrets les plus noirs des forces du mal. Fichier des Némoldus, lut-elle à haute voix. Le ministère de la magie entreprend une enquête sur ceux qu'on appelle communément les Némoldus, ce qui permettra de mieux comprendre comment ces derniers se sont arrivés à posséder des secrets magiques. De récentes recherches menées par le département des mystères a révélé que la magie ne peut être transmise que d'individu à individu lorsque les sorciers se reproduisent. En conséquence, quand il n'existe aucune ascendance magique, il est probable que ceux qu'on appelle les Némoldus ont acquis leur pouvoir par le vol ou la force. Le ministère est déterminé à éradiquer ces usurpateurs de la puissance magique et invite donc à mettre tous ceux qui entrent dans la catégorie Némoldus à se présenter pour un entretien devant la commission d'enregistrement des Némoldus récemment nommée. Ça ne peut pas se passer comme ça. Les gens ne se laisseront pas faire, dit Ron. Ça se passe comme ça, Ron, dit Lupin. À l'heure où nous parlons, il y a des rafles de Némoldus. Mais comment sont-ils censés avoir volé de la magie, se donna Ron. C'est complètement dingue. Si on pouvait voler de la magie, il n'y aurait plus de craque-molle, non? Je sais, dit Lupin. Il n'empêche que quiconque ne peut prouver qu'il y ait au moins un sorcier parmi ses proches parents est considéré comme ayant obtenu ses pouvoirs magiques illégalement et doit en subir le châtiment. Ron jeta un regard à Hermione, puis demanda: et si des sangs purs ou des sangs mêlés jurent que les Némoldus appartient à leur famille? Je n'ai qu'à raconter à tout le monde qu'Hermione est ma cousine. Hermione posa sa main sur celle de Ron et la serra. Merci Ron, mais je ne peux pas te laisser. Tu n'auras pas le choix, répliqua Ron d'un ton féroce, en lui prenant la main à son tour. Je vais t'apprendre l'arbre généalogique de ma famille pour que tu puisses répondre aux questions. Hermione eut un petit rire tremblant. Ron, étant donné que nous sommes en fuite en compagnie de la personne la plus recherchée dans le pays, je ne crois pas que ça change grand-chose. Si je retournais à l'école, ce serait différent. Quelles sont les intentions de Voldemort au sujet de Poudlard, demanda-t-elle à Lupin. Tous les jeunes sorciers et sorcières sont désormais obligés de s'y inscrire, répondit-il. L'annonce a été faite hier, et il s'agit d'un changement, puisque ce n'était pas obligatoire auparavant. Bien sûr, presque tous les sorciers et sorcières de Grande-Bretagne ont fait leurs études à Poudlard, mais leurs parents avaient le droit d'assurer leur éducation eux-mêmes, ou de les envoyer dans une école à l'étranger, s'ils le jugeaient bon. Avec la nouvelle loi, Voldemort pourra surveiller toute la population des sorciers dès leur enfance. C'est ainsi un autre moyen de se débarrasser des Némoldus, car, pour avoir le droit d'assister aux cours, les élèves devront recevoir un statut de sang, signifiant que la preuve a été apportée au ministère qu'ils étaient bien issus d'une lignée de sorciers. Harry était dégoûté et furieux. En ce moment même, des jeunes de 11 ans, surexcités à l'idée d'entrer à l'école, devaient se plonger dans des piles de grimoires récemment achetés, sans se douter qu'ils ne verraient jamais Poudlard, et que peut-être ils ne reverraient plus leur famille. C'est, marmonna-t-il en essayant de trouver des mots assez forts pour exprimer l'horreur qu'il éprouvait. Mais Lupin l'interrompit. Je sais, dit-il à voix basse. Il hésita. Je comprendrais très bien que tu ne veuilles pas me le confirmer, Harry. Mais l'autre a l'impression que Dumbledore t'a confié une mission. C'est vrai, répondit Harry. Ron et Hermione sont au courant et ils vont venir avec moi. Peux-tu me confier en quoi consiste cette mission? Harry scruta le visage prématurément ridé, encadré de cheveux épais mais grisonnants, et regretta de ne pouvoir donner une réponse différente. C'est impossible, Rémus, je suis désolé.
Si Dumbledore ne vous en a pas parlé, je ne pense pas pouvoir le faire à sa place. Je m'attendais à ce que tu me dises ça, soupira Lupin, l'air déçu. Mais peut-être pourrais-je quand même me rendre utile. Tu sais qui je suis et ce que je sais faire. Je pourrais t'accompagner pour te fournir une protection. Tu n'auras pas besoin de me révéler exactement ce que tu fais. Harry hésita. L'offre était tentante, bien qu'il ne pût imaginer comment il leur serait possible de garder le secret sur leur mission si Lupin les accompagnait en permanence. Hermione, cependant, parut perplexe. Attendez, je revis. Hermione cependant parut perplexe. Et Tonks, alors demanda-t-elle. Quoi, Tonks s'étonna Lupin. Eh bien, reprit Hermione les sourcils foncés. Vous êtes mariés. Qu'est-ce que l'on penserait si vous partiez avec nous? Tonks sera parfaitement en sécurité, assura Lupin. Elle habitera dans la maison de ses parents. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Elle était presque froide. L'idée que Tonks aille se cacher dans la maison de ses parents paraissait également bizarre. Après tout, elle était membre de l'ordre, et pour autant que Harry pouvait l'imaginer, elle pouvait sûrement être au cœur de l'action. Rémus risqua Hermione d'une voix timide. Est-ce que tout va bien, je veux dire, entre vous et... Tout va parfaitement bien, merci, répondit Lupin d'un ton clair et net. Les joues d'Hermione prirent un teint rose. Il y eut un nouveau silence, gênant, embarrassé, puis Lupin ajouta, comme s'il se forçait à faire un aveu déplaisant. Tonks va avoir un bébé. Oh, c'est merveilleux, s'écria Hermione. Excellente nouvelle, lança Ron enthousiasme. Félicitations, dit Harry. Lupin eut un sourire artificiel qui ressemblait davantage à une grimace, puis reprit. Alors, vous acceptez ma proposition. Vous voulez bien être 4 au lieu de 3. Je ne peux pas croire que Dumbledore ait été contre, après tout. C'est lui qui m'a nommé professeur de défense contre les monstres du mal. Et je suis convaincu, je dois vous le dire, qu'il nous faudra affronter une forme de magie que beaucoup d'entre nous n'ont jamais connue ou même imaginée. Ron et Hermione se tournèrent tous deux vers Harry. Soyons clairs, dit-il. Vous voulez laisser Tonks chez ses parents et venir avec nous. Elle sera parfaitement en sécurité là-bas, et ils s'occuperont d'elle, répondit Lupin. Il y avait un ton péremptoire, proche de l'indifférence. Harry, je suis sûr que James aurait voulu que je reste auprès de toi. Eh bien, moi je n'en suis pas sûr du tout, répliqua Harry avec lenteur. Je pense que mon père aurait voulu savoir pourquoi vous ne voulez pas rester auprès de votre enfant. Le visage de Lupin perdit toute couleur. On aurait dit que la température de la cuisine venait de tomber de 10 degrés. Ron regarda autour de la pièce comme s'il s'était promis d'engraver chaque détail dans sa mémoire, tandis que les yeux d'Hermione se posaient alternativement sur Lupin et sur Harry. « Tu ne comprends pas, dit enfin Lupin. « Alors expliquez-moi, rétorqua Harry. Lupin déglutit. J'ai fait une grave erreur en épousant Tonks. J'aurais dû y réfléchir à 2 fois, et je l'ai souvent regretté depuis. Je vois, dit Harry. Vous allez donc l'abandonner avec son enfant et vous enfuir avec nous. Lupin se leva d'un bond. Sa chaise tomba en arrière et il lança un regard si féroce à Harry que, pour la première fois, celui-ci vit l'ombre du loup sur son visage d'homme. Tu ne comprends donc pas ce que j'ai fait à ma femme et à mon enfant naître. Je n'aurais jamais dû épouser Tonks. J'ai fait d'elle une réprouvée. Une réprouvée. Lupin donna un coup de pied dans la chaise qu'il avait renversée. Tu ne m'as jamais vu au sein de l'ordre, tu ne m'as jamais vu qu'au sein de l'ordre ou sous la protection de Dumbledore à Poudlard. Tu ne sais pas comment la plupart des sorciers considèrent les créatures telles que moi. Quand ils apprennent mon infortune, c'est tout juste s'ils acceptent encore de me parler. Tu ne te rends donc pas compte de ce que j'ai fait,
sa propre. Notre mariage n'inspire que du dégoût. Quels parents voudraient voir leur fille unique épouser un loup-garou? Et l'enfant. Lupin s'arrachait littéralement les cheveux. Il paraissait en proie à une crise de folie. Habituellement, les gens de mon espèce évitent de se reproduire. Cet enfant sera comme moi, j'en suis convaincu. Comment pourrais-je jamais me pardonner d'avoir en toute connaissance de cause pris le risque de transmettre mon propre mal à un être innocent? Et si, par un quelconque miracle, il n'est pas comme moi, il sera alors beaucoup mieux, 100 fois mieux, sans la présence de son père dont il devrait à tout jamais avoir honte. Rémus, murmurait les larmes aux yeux, ne dites pas cela. Comment un enfant pourrait-il avoir honte de vous? Ah, qui sait, Hermione lança Harry. Moi j'aurais honte de lui. Harry ne savait pas d'où il venait cette rage, mais elle l'avait poussé, lui aussi, à se lever d'un bond. Lupin eut la même expression que si Harry l'avait frappé. Si le nouveau régime pense que les sorciers Moldus sont condamnables, poursuivit Harry, que penseront-ils d'un demi-loup-garou dont le père est membre de l'ordre? Mon propre père est mort en essayant de protéger ma mère et moi-même. Et vous vous imaginez qu'il vous recommanderait d'abandonner votre enfant pour partir à l'aventure avec nous? Comment oses-tu? S'indigna Lupin. Il ne s'agit pas de moi. Le danger ou une gloire personnelle. Comment oses-tu laisser entendre quelque chose d'aussi? Je crois que vous sentez une vocation de tête bouclée, répliqua Harry. Vous aimeriez bien suivre les traces de Sirius. Harry, non, le supplia Hermione. Mais il continua de fixer d'un regard flamboyant le visage furieux de Lupin. Je n'aurais jamais cru cela, reprit Lupin. L'homme qui m'a appris à combattre les détraqueurs, un lâche. Lupin sortit sa baguette si vite que Harry eut à peine le temps de faire un geste pour saisir la sienne. Une forte détonation retentit, et il se sentit projeté en arrière, comme si on l'avait donné un coup de poing. Tandis qu'il s'écrasait contre le mur de la cuisine, il gisait sur le sol. Il aperçut un pan de la cape de Lupin, qui disparaissait dans l'abrasure de la porte. « Rémus, Rémus, revenez !» s'écriait. Mais Lupin ne répondit pas. Ils s'entendirent claquer la porte d'entrée. « Harry, se lamenta Hermione, comment as-tu pu faire une chose pareille? » C'était facile, répliqua Harry. Il se releva, sentant une bosse enflée à l'arrière de sa tête. Il ressentait encore une telle colère qu'il en tremblait. « Ne me regardez pas comme ça, lança-t-il sèchement à Hermione. Ne commence pas à t'en prendre à elle, contre Ron. Non, nous ne devons pas nous disputer, s'exclama Hermione en se jetant entre eux. Tu n'aurais pas dû dire ces choses-là à Lupin, fit remarquer Ron à Harry. Il l'a cherché, répondit Harry. Des images sans suite se bousculèrent dans sa tête. Sirius tombant à travers le voile, Dumbledore suspendu dans les airs, le corps brisé, un éclair de lumière verte, et la voix de sa mère qui demandait grâce, suppliante. Les parents, dit Harry, ne devraient jamais quitter leur enfant, à moins qu'ils ne puissent faire autrement. Ah, commença Hermione. Elle tendit vers lui une main consolante, mais il se dégagea d'un mouvement d'épaule et s'éloigna, les yeux fixés sur le feu qu'elle avait fait apparaître. C'était devant cette même cheminée qu'il avait un jour parlé à Lupin, lorsqu'il cherchait à être rassuré au sujet de James, et Lupin l'avait consolé. À présent, le visage blafard, torturé de Lupin, semblait flotter dans l'air devant ses yeux. Il sentit monter en lui une vague de remords et lui donna la nausée. Ni Ron ni Hermione ne prononça un mot, mais Harry était sûr que, derrière son dos, ils communiquaient silencieusement en échangeant des regards. Il fit volte-face et les vit se détourner précipitamment l'un de l'autre. « Je sais que je n'aurais pas dû le traiter de lâche. »« Non, tu n'aurais pas dû, » dit aussitôt Ron. « Mais il se conduit comme s'il en était un. »« Quand même, soupira Hermione. »« Je sais, » admit Harry. « Mais si cela le fait revenir auprès de Tonks, ça en valait la peine, non ?» Sa voix amena ton excuse, mais il n'était pas parvenu à effacer. Hermione paraissait compatissante, Ron incertain. Harry baissa les yeux en pensant à son père. James aurait-il approuvé ce qu'il avait dit à Lupin, ou aurait-il été en colère d'entendre son fils traiter ainsi son vieil ami?
La cuisine silencieuse semblait vibrer des échos de la scène qui s'y était déroulée et des reproches muets de Ron et d'Hermione. La cassette du sorcier apportée par Lupin se trouvait toujours sur la table, le visage de Harry à la une, fixant le plafond. Il allait s'asseoir sur une chaise, ouvrir le journal au hasard et fit semblant de lire. Il n'arrivait pas à comprendre les mots qui s'étalaient sous ses yeux. Son altercation avec Lupin était encore trop présente dans son esprit. De l'autre côté du journal, Ron et Hermione, ils le savaient, avaient dû reprendre leur communication silencieuse. Il tourna bruyamment une page et le nom de Dumbledore lui sauta alors aux yeux. Il lui fallut un moment pour comprendre la signification de la photo qui montrait une famille réunie. La légende indiquait la famille de Dumbledore, de gauche à droite, Albus, Perceval tenant dans ses bras Ariana, qui vient de naître, Kendra et Albert. Son attention éveillée, Harry examina plus attentivement l'image. Perceval, le père de Dumbledore, était un bel homme dont les yeux semblaient pétiller, même si d'une vieille photo défraîchie. Ariana, le bébé, n'était guère plus grande qu'une miche de pain, sans trait distinct. Kendra, la mère, avait des cheveux d'un noir de jet, coiffés en un épais chignon. On aurait dit que son visage était sculpté. En dépit de la robe de soie à col haut dont elle était vêtue, Harry pensa à une indienne d'Amérique, je vais y arriver, quand il vit ses yeux sombres et ses pommettes saillantes et son nez droit. Albus et Albert portaient toutes des vestes assorties à col de dentelle, et leurs longs cheveux tombaient sur les épaules, avec la même coupe. Albus paraissait plus âgé de quelques années. Sinon, les deux garçons étaient très semblables, car la photo avait été prise d'avant qu'Albus ait le nez cassé, et avant qu'il porte des lunettes. La famille avait l'air j'étais dessous de la photo et vit le titre de l'article. En exclusivité, un extrait de la biographie d'Albus Dumbledore apparaîtra prochainement par Rita Skeeter. Pensant que rien ne pourrait aggraver l'état dans lequel il se trouvait déjà, Harry commença à lire. C'est une grave erreur. Orgueilleuse et hautaine, Kendra Dumbledore ne pouvait supporter de rester en terre de Lande, après que l'arrestation et l'emprisonnement à Azkaban de son mari Perceval eut largement défrayé la chronique. Elle décida par conséquent de faire déménager sa famille et de l'installer à Godric's Hollow, le visage qui devait par la suite devenir célèbre pour avoir été le lieu où Harry Potter échappa étrangement à vous savez qui. Et merci beaucoup pour le nouveau follow. Installe-toi bien. Tout comme en Terre-en-Lande, Godric's Hollow était le lieu de résidence de nombreuses familles de sorciers, mais Kendra n'y connaissait personne. Elle n'aurait pas pu de la curiosité que lui avait valu le crime de son mari dans son ancien village. Après avoir repoussé à plusieurs reprises tous ceux qui tentaient d'établir avec elle des relations de bon voisinage, elle fut bientôt assurée que personne ne la dérangerait plus, elle et sa famille. Elle m'a claqué la porte au nez quand je suis allé lui souhaiter la bienvenue en lui apportant des fondants de chaudron que j'avais préparé moi-même, raconte Bathilde à tour de sac. Au cours de la première année, je n'ai vu que les deux garçons. Je n'aurais jamais su qu'il y avait une fille si je n'étais pas allé cueillir des bralantines au clair de lune l'hiver qui a suivi leur emménagement. J'ai vu alors Kendra emmener Ariana se promener dans le jardin à l'arrière de la maison. Elle lui avait fait une seule fois le tour de la pelouse en lui tenant fermement la main, puis elle est à l'intérieur. Je ne savais pas quoi en penser. Il semble que Kendra ait vu dans le déménagement à Godric's Hollow une occasion parfaite de cacher définitivement Ariana, un projet qu'elle nourrissait sûrement depuis des années. Le moment choisi était significatif. Ariana avait à peine 7 ans lorsqu'elle a disparu. Or, selon la plupart des experts, c'est précisément de 7 ans que la magie se révèle chez les enfants. Si elle est présente, personne aujourd'hui ne se souvient d'avoir jamais vu Ariana manifester le moindre signe d'aptitude magique.
Il apparaît donc clairement que Kendra ait pris la décision de cacher sa vie, plutôt que de subir la honte d'admettre qu'elle avait mis au monde une craque molle. Déménager loin de ses amis et des voisins qui avaient connu Ariana lui permettait d'autant plus facilement de la dissimuler au regard. Elle pouvait être sûre que le très petit nombre de ceux qui étaient au courant de son existence garderaient le secret, notamment les deux frères qui détournaient toujours les questions embarrassantes, en répétant ce que leur avait dit leur mère. Ma sœur est d'une santé trop fragile pour aller à l'école. La semaine prochaine, Albus Dumbledore à Poudlard, récompense et faux semblant. Harry avait eu tort. Ce qu'il venait de lire l'avait plongé dans un état encore pire qu'auparavant. Il regarda à nouveau la photo de famille, apparemment heureuse. Était-ce vrai? Comment pouvait-il le savoir? Il voulait se rendre à Godric's Hollow, même si Bathilda n'était pas en mesure de lui parler. Il voulait voir l'endroit où Dumbledore et lui avaient tous deux perdu des êtres chers. Alors qu'il s'apprêtait à reposer le journal et à demander leur opinion à Ron et un crack assourdissant résonna dans la cuisine. Pour la première fois depuis 3 jours, Harry avait complètement oublié Créature. Sa première pensée fut que Lupin avait à nouveau fait irruption dans la maison, et pendant une fraction de seconde, il ne parvint pas de distinguer quoi que ce soit dans l'enchevêtrement de membres gesticulants qui était apparu juste à côté de lui. Il se leva d'un bond, tandis que Créature se dégageait, puis s'inclinait très bas devant Harry en annonçant de sa voix rauque. Créature est revenue avec le voleur Mundungus Fletcher, maître. Mundungus se releva précipitamment et sortit sa baguette, mais Hermione fut plus rapide que lui. Expelliarmus. La baguette de Mundungus fut projetée dans les airs et Hermione la rattrapa. Le regard fou, il se rua dans l'escalier. Ron le plaqua comme au rugby et Mundungus s'abattit sur le sol de pierre dans un craquement étouffé. Quoi? Hurla-t-il en se tortillant pour essayer de se libérer de la prise de Ron. Qu'est-ce que j'ai fait? Lancez sur moi ce maudit elfe de maison. À quoi vous jouez? Qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi partir. Laissez-moi où? Vous n'êtes pas tellement en position de proférer des menaces, répliqua Harry. Il jeta le journal sur la table, traversa la cuisine en quelques enjambées, et se laissa tomber à genoux à côté de Mundungus, qui cessa aussitôt de se débattre, l'air terrifié. Ron se releva, le souffle court, et regarda Harry pointer délibérément la baguette sous le nez de Mundungus. Il empestait la vieille sueur et la fumée de tabac. Ses cheveux étaient emmêlés et sa robe tachée. Créature présente ses excuses pour avoir tardé à amener le voleur, maître, croisa l'elfe. Fletcher s'y connaît pour échapper à la capture. Il dispose de nombreuses cachettes et de beaucoup de complices, mais Créature a fini par le coincer. Tu as fait un très bon travail, Créature, répondit Harry, et il s'inclina à nouveau. On a quelques questions à vous poser, reprit-il à l'adresse de Mundungus. J'ai paniqué, d'accord, s'écria celui-ci. Depuis le début, je ne voulais pas venir. Sans vouloir t'offenser, mon bonhomme, je n'ai jamais eu l'intention de mourir pour toi. Et tout d'un coup, voilà que j'avais ce maudit tu sais qui aux trousses. N'importe qui aurait fichu le camp à ma place. J'avais toujours dit que je ne voulais pas y aller. Pour votre information, répliqua Hermione, sachez que personne d'autre n'a transplané. Eh bien, vous faites une jolie bande de héros, mais moi, je n'ai jamais prétendu que j'étais prêt à me faire tuer. La raison pour laquelle vous avez abandonné Voleuil ne nous intéresse pas, coupa Harry, qui approcha sa baguette un peu plus près, des yeux cernés et injectés de sang de Mundungus. Nous savions déjà que vous étiez une petite canaille indigne de confiance. Alors pourquoi tu envoies tes elfes à mes basques? C'est encore à cause de cette histoire de coupe. Il ne m'en reste plus qu'une seule. Plus une seule, pardon. Sinon, tu aurais pu les avoir. Pardon, j'ai loqué. Il ne s'agit pas non plus des coupes. Mais vous chauffez, répondit Harry. Taisez-vous et écoutez-moi. C'était une sensation merveilleuse d'avoir quelque chose à faire, de se trouver face à quelqu'un à qui on pouvait arracher une parcelle de vérité. La baguette de Harry était si près de l'arête du nez de Mundungus, s'était mis à loucher pour ne pas la perdre de vue. Lorsque vous avez vidé cette maison de tous ces objets de valeur, commenta Harry,
Mais Mundungus l'interrompit à nouveau. Sirius se fichait bien de toute cette camelote. Il y eut un bruit de pas précipité, un éclat de cuivre étincelant, un clang retentissant et un hurlement de douleur. Créature s'était ruée sur Mundungus et lui avait abattu une casserole sur la tête. Empêchez-le, empêchez-le, il faudrait l'enfermer celui-là, s'écria Mundungus en se recroquevillant lorsqu'il vit Créature lever à nouveau sa lourde casserole. Créature, non, lança Harry. Les bras de l'elfe tombaient sous le poids de la casserole qu'il tenait toujours en l'air. Peut-être encore une fois, maître Harry, pour porter bonheur. Ron éclata de rire. Il faut qu'il reste conscient, Créature, mais si nous avons besoin d'arguments frappants, c'est toi qui lui en fera l'honneur, répliqua Harry. Merci beaucoup, maître, dit Créature. Il salua et recula légèrement, fixant avec dégoût ses grands yeux pâles sur Mundungus. Lorsque vous avez dépouillé cette maison de tous les objets de valeur que vous pouviez y trouver, reprit Harry, vous avez pris un tas de choses dans le placard de la cuisine. Il y avait notamment un médaillon. Harry sentit brusquement sa bouche s'assécher et il percevait la tension mêlée à l'excitation de Ron et d'Hermione. Qu'avez-vous fait de ce médaillon? Pourquoi demanda Mundungus. Il vaut cher. Vous l'avez toujours, s'écria Hermione. Non, il ne l'a pas, dit Ron, perspicace. Il se demande simplement s'il n'aurait pas pu en tirer plus d'argent. Plus d'argent, répondit Mundungus. Ça n'aurait pas été difficile. Je l'ai laissé pour rien, figurez-vous. Pas de choix. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vendais des choses sur le chemin de traverse, et là-dessus, elle est arrivée, en me demandant si j'avais une licence pour le commerce des objets magiques. Fichue fouineuse. Elle allait me coller une amende, mais le médaillon lui a tapé dans l'œil, et elle m'a dit qu'elle allait le prendre, qu'elle me laisserait tranquille pour cette fois, et que je pourrais m'estimer heureux. Qui était cette femme? Interrogea Harry. C'est pas. Quelconque harpie du ministère. Mundungus réfléchit un instant, le front plissé. Une petite bonne femme avec un nœud sur la tête. Il fronça les sourcils et ajouta. Elle avait l'air d'un crapaud. Harry abaissa sa baguette. Elle heurta au passage le nez de Mundungus et projeta des étincelles rouges sur ses sourcils qui prirent feu. Aquamentis, s'écria Hermione. Un jet d'eau jaillit de sa baguette inondant Mundungus, qui se mit à tousser et à crachoter. Harry leva les yeux et vit sur le visage de Ron et d'Hermione le reflet de sa propre stupeur. Les cicatrices sur sa main droite semblaient le picoter à nouveau. Et voilà, c'est tout pour ce soir. La suite, ce sera dimanche et après on fera une pause normalement dans les lives parce que je serai à l'hôpital, mais je reviendrai dès que je pourrai. Je vais vous faire des bisous. Merci beaucoup pour les nouveaux follow et surtout merci beaucoup à Mona pour tous les abonnements. C'est trop gentil. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un live sur Harry Potter et la chambre des secrets sur PC. J'espère que Twitch sera d'accord et ne va pas cracher cette fois. Et puis voilà. Ça va être bien sympa, j'espère. En tout cas, merci beaucoup Mona pour tous les subs offerts, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et on se retrouve aussi jeudi sur du Sea of Thieves en Calion A4. Ça va être sympa, ça fait grave